Alors, la raison pour laquelle ça devient pertinent, c'est parce que déjà la semaine dernière, on a eu Révélation 0 et on a parlé des révélations quantiques, de cette histoire d'ordinateur quantique qui serait en existence et que, en fait, tous les mots de passe ne servent plus à rien dans le monde digital tel qu'on le connaît, ce qui signifie la fin de l'ère digitale elle-même pour être remplacée par autre chose. On ne sait pas, mais on verra. Mais aussi, on avait rappelé que les personnes les plus puissantes au monde sont celles qui peuvent avoir des secrets sans avoir besoin de la technologie numérique. Okay? Parce que si tu as des secrets sur un support numérique, il est violable forcément, et avec l'ordinateur quantique, c'est même facile. Donc, on a parlé de ces choses-là au dernier live, ok? C'est important de les rappeler. Dans cet épisode qui tombe parfaitement au niveau timing, nous explorons certains principes qui sont utilisés par les marionnettistes pour contrôler l'humanité. On parle de jésuites, d'Illuminati et du symbole qui se trouve sur le billet d'$1, l'œil et le triangle qui l'entourent. Certains l'appellent l'œil de la providence. Mais qu'en est-il réellement? Et justement, ce soir, on va apprendre des choses qui sont très intéressantes et qui nous aident à mieux comprendre ce qui se passe. L'exploration de l'œil de la providence mène rapidement aux Illuminati. C'est un ordre secret rendu célèbre par Adam Weishaupt, qui était un prêtre jésuite. Rappelons-nous, dans un épisode encore avant, on avait parlé des crypto-juifs et de leur participation à la création des Illuminati. Okay? Donc, Adam Weishaupt lui-même, il était un prêtre jésuite. Okay. Donc, en comprenant les Illuminati, vous comprenez essentiellement les nombreux bras de contrôle des jésuites. Ceux-ci exercent depuis longtemps une influence sur le Vatican et contrôlent de nombreux aspects sociaux et politiques de la société. La franc-maçonnerie est l'un de leurs principaux bras. Okay. Donc, jésuites, franc-maçonnerie. Mais ce n'est pas tout. Une recherche plus approfondie sur les origines des jésuites se trouve justement dans cet article-là. À partir du lien ci-dessous, nous trouvons un lien immédiat avec l'Allemagne. Donc, dans cet extrait... Pourquoi il barré juste l'article je sais pas. Peut-être il est... C'est un problème de... Ouais. C'est un problème de rendu. Je pense que c'est un problème de rendu ou juste l'article a sauté parce que peut-être qu'il ne devait pas être là, tu vois. Donc, en inspectant la domination de Reuss sur la franc-maçonnerie du premier au 99e degré, nous pouvons également inspecter ses autres appartenances pour voir tout l'Illuminati se déployer à travers leur société mystique secrète interconnectée qui adore ultimement Satan dans leur cercle intérieur. Alors attention, tous les sujets qu'on aborde ici, si vous les prenez avec l'aspect dualité, donc il y a les gentils et les méchants, c'est sûr que vous allez tomber dans un tas de pièges intellectuels. Okay? Là, quand il parle par exemple de Satan, il utilise un terme qui est très mal compris. Okay? Satan, c'est un principe, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une entité comme on l'imagine, c'est un principe. Okay? Un principe bien réel, le principe de l'opposition. Okay? Et ce principe d'opposition, c'est la manifestation matérielle d'un autre principe qui est celui de l'intellect ultime, on va dire. C'est de la lumière ultime. Okay? C'est-à-dire, imaginez, dans l'absolu, il n'y a pas de dualité. Mais dans un monde de dualité, tu vas avoir la lumière extrême et tu vas avoir le matérialisme extrême. Okay? La lumière extrême... Oui. Ce que j'avais cru, parce que ça fait plusieurs fois que le sujet revient sur la table, il me semblait qu'on avait dit que l'intellect, c'était plutôt le côté luciférianiste. C'est ça là que où je le dis, matérialiste... Oh, ok, d'accord, ok. C'est justement mal compris, la lumière, c'est le monde de Lucifer. Et quand on entend que Lucifer, c'est pas bien, en réalité, ce qu'on devrait comprendre, c'est que Lucifer seul, en ignorant l'aspect matériel, c'est pas bien, parce que ça te déconnecte de la réalité, étant donné que la réalité est composée à la fois de spirituel et de matériel. Okay? Ouais, ça t'a fait illusionner. Exactement, ça t'enferme dans des illusions. De l'autre côté, le matérialisme absolu, ça t'enferme dans l'esclavage des désirs, tu vois. Genre les désirs charnels et des choses comme ça, tu vois. Donc, il t'enferme vers une autre chose beaucoup plus obscure, ténèbres, il t'enferme dans le subconscient. Okay? Et donc, ceux qui adorent ces gens-là, ce sont ces deux extrêmes. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont extrêmement matérialistes dans leur approche, et de l'autre côté, leur Lucifer, tu vois, leur porteur de lumière, les a enfermés dans ce matérialisme-là
Et c'est-à-dire, dans leur croyance, eux, ils sont convaincus qu'ils font la bonne chose. Ils sont convaincus qu'ils aident l'humanité à se libérer, en fait. Et en fait, s'ils font tout ça, c'est pour nettoyer l'humanité. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qu'ils font, c'est exactement ce qui est à l'origine de ce besoin du nettoyage. Donc c'est pour ça qu'il faut faire... Attends, redis un coup ce qu'ils font, c'est ça qui est... Ouais, ok, d'accord. Ouais. C'est marrant parce que moi il y a un sujet qui me revient en pleine face là par plein de moyens différents. En ce moment, j'ai même posté une vidéo que notre amie Pancine Mutine m'avait transmis, qu'elle a fait elle-même, une petite vidéo de 2 minutes qui parle justement de la polarité en fait. Le principe de la polarité, c'est quelque chose qui est extrêmement actuel en ce moment et l'image qu'elle donne à la fin, c'est que pour sortir de la matrice qui est comme une espèce de grosse tirelire, toi t'es une pièce avec ses 2 faces, donc les 2 aspects de la polarité. Le seul moyen d'en sortir, c'est de tournoyer la pièce qui tournoie sur elle-même, et quand tu arrives proche de la fente, au bon moment, tu as une petite opportunité, une petite chance peut-être de te glisser en dehors de la tirelire, en dehors de la matrice selon la métaphore, et je trouvais que c'était très très pertinent. Et là le sujet vient sur la table ce soir de manière extrêmement opportune, donc voilà, Pancine, alors d'une certaine façon les anciens te disent, c'est ce qu'ils te disent les bouddhistes par exemple, ils te disent n'aie pas des attentes parce que tu seras déçu, tu vois, résiste à tes désirs parce qu'ils vont t'emmener à la souffrance, tu vois. Et donc, concrètement, ce qu'ils te disent, c'est que oui, l'existence absolue, elle est plate. OK ? Du moment où tu crées le positif, inévitablement, tu crées le négatif. Ça se crée automatiquement. Parce que dans cet univers, rien ne peut exister sans l'équilibre. Et donc, chaque chose qu'on crée, nous, ça crée l'opposé automatiquement. Tu vois ? Et ça, l'humanité l'ignore complètement. Et c'est pour ça que l'humanité va vers les bonnes choses en ignorant totalement toutes les mauvaises choses qui s'engendrent derrière, tu vois. Et ça se manifeste par l'ignorance de la conséquence de nos actes, où on se focalise à prendre le positif et à mettre la faute du négatif sur le dos des autres. Tu vois le délire. Mais comment ça se traduit ça en fait dans la réalité ? Mettons, tu fais un acte de charité, un acte bienveillant. Alors, dans la réalité, ça se traduit. Le film Apocalypto, on parlait le mieux. Okay, vous connaissez le film Apocalypto, ça vous parle? C'est Mel Gibson qui l'a réalisé. Ouais, je l'ai pas vu, mais je vois de quoi ça parle. Alors, dans le film Apocalypto, ça parle des Mayas. Okay. Théoriquement, ça parle d'une civilisation vieille, juste avant l'arrivée des Américains, voilà, comment ils s'appellent là? Des Européens, Jean-Paul Gaultier. Les Cortés, les conquistadors. Ouais, voilà, les conquistadors. Et du coup, ils étaient là. T'as une commune qui vit en parfaite harmonie avec la nature, tu vois. Et ils sont très heureux ensemble. Et ils se font choper par les Mayas, qui étaient la grande civilisation chez eux, les plus forts, tu vois. Un truc, ça doit être les Mayas, je sais pas, mais une plus grande Aztèques, c'est les Aztèques, je crois. Les Aztèques, les Aztèques, très bien. Mais une des grandes civilisations. Et du coup, ils sont venus, ils ont kidnappé les gens du village dans le but de les transformer en esclaves. Et parmi eux, ils ont pris des gens pour sacrifier à leur dieu. Et qu'est-ce que le film t'explique par ça? C'est qu'avec le temps, les leaders qui sont censés mener l'humanité vers l'évolution, tu vois, et vers un monde meilleur, en fait, ils sont enfermés dans leur arrogance, dans leur orgueil, dans leur avidité, tu vois. Et au lieu de se dire que la merde qui arrive dans leur civilisation est une conséquence de leur arrogance, de leur avidité, de leur ignorance et tout ça, ils se disent non, c'est parce que les dieux sont fâchés avec nous. Et du coup, pour calmer les dieux, on va sacrifier des gens. Tu comprends? Et donc, du coup, la civilisation continuait comme ça. Et plus elle recevait des punitions, ou plus il leur arrivait de merde, plus ils pensaient que c'est les dieux qui sont en colère contre eux. Du coup, il fallait sacrifier des gens. Tu comprends? C'est ce que le film Apocalypto explique. Mais ça, on parle des leaders des Aztèques. On ne parle pas des leaders des leaders des Aztèques, mais les nôtres, ceux du monde d'aujourd'hui, ils ne sont pas différents parce qu'ils sont tombés exactement dans le même cercle. C'est-à-dire, ils veulent contrôler le monde. Le fait qu'ils contrôlent le monde et qu'ils enlèvent le libre arbitre à l'individu, ça provoque des effets secondaires. Effets secondaires que eux, ils ne mettent pas sur le dos de ce qu'ils font, ils mettent ça sur le dos de la colère de Dieu.
Tu vois. Et donc du coup, ils disent on va calmer Dieu en faisant des sacrifices, tu vois, parce qu'ils croient en même Dieu que les anciens de l'époque. C'est ça. Et les sacrifices viennent de là, le principe. Oui. C'est vis-à-vis de cette tribu initiale, là, ceux qui vivaient en harmonie avec la nature. Eux vivaient en harmonie, mais ont quand même dû assumer des conséquences très négatives, qui sont les conséquences de quoi finalement dans ce qu'on est en train de se raconter là? De la bêtise humaine et de l'arrogance des leaders d'à côté et du fait que ces choses-là, elles doivent être prises en compte partout, parce que même si c'est une petite partie de l'humanité qui ne les prend pas en compte, elle développe un virus qui devient un cancer pour l'humanité entière. D'accord, donc c'est quelque chose qui est global et qui ne peut pas se comprendre au niveau de la petite civilisation ou du petit quartier, des choses comme ça. Non, parce que justement, nous sommes une humanité, nous ne sommes pas des humains. Nous sommes une humanité, et ce qui arrive à un humain arrive à toute l'humanité. C'est ça qu'on n'a pas compris, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'eux, ils peuvent continuer à faire leur soupe facilement. Donc, on continue. L'œil de la Providence se trouve au verso du grand sceau des États-Unis tel qu'il apparaît sur le billet $1 américain. J'en ai un ici, si vous voulez, un billet $1, le seul dollar que j'ai, justement pour le voir en vrai. Alors, on apprend qui est Theodor Heuss. En 1980, à Munich, il participa à une tentative de faire revivre l'ordre bavarois des Illuminati de Adam Weishaupt. Pendant son séjour en Angleterre, il se lia d'amitié avec William Wynne Westcott, le suprême magus de la Societas Rosicruciana in Anglia. Donc, c'est les Rosicruciens en Angleterre. Et l'un des fondateurs de l'Hermetic Order of the Golden Dawn. The Golden Dawn. L'aube dorée. Donc là, on est doré un siècle après la création initiale des Illuminati à peu près. C'était 1776, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'ils ont commencé ils ont disparu temporairement pendant un certain temps, et lui, il a cherché à les ramener. Ok. D'accord. On ne va pas aller trop dans le détail de ces choses-là, mais en tout cas, comme vous voyez, ce sont des ordres qui sont liés, par exemple, l'ordre du Temple de l'Orient. Tu vois, donc, Templiers, ordre des Teutoniques, tu sais, les Templiers teutoniques, toutes ces choses-là, en fait, elles ont un lien. Et elles se manifestent aujourd'hui à travers un grand nombre de sociétés secrètes. Et si on remonte dans le temps, plus on monte dans la tête de ces choses-là, qui trouvent ses origines à l'époque de l'Empire de Salomon. Ok ? Et Salomon, c'est le premier qui recevait de l'or, et son or était de 666 quelque chose. C'est la seule fois que le nombre 666 est mentionné, là, et pour l'Antichrist, ok, pour la fin des temps. Et il y a un lien, parce que Salomon, c'est aussi le gars qui savait, il avait autorité sur les anges et les démons. Donc là, ce qu'il vous dit concrètement, il vous parle de magie, ok. Donc, on ne va pas aller trop loin dans cette direction-là parce que c'est un peu vraiment chelou, mais comprenez qu'il y a une raison pour laquelle les Templiers ont reçu le pouvoir qu'ils ont reçu, c'est parce qu'ils étaient à Jérusalem et ils ont trouvé des choses là-bas. Okay? Premièrement, c'est super important de garder ça en tête, et garder en tête que, par exemple, quelqu'un comme Hitler, il vient des Prussiens qui viennent des ordres Templiers, tu vois. Et Hitler, il était tout aussi obsédé avec l'ésotérisme que ses ancêtres. Oui, Rudy. Juste pour la petite référence, donc richesse de Salomon, selon le premier livre des rois, donc 10-14, et le deuxième livre des chroniques, 9-13, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Voilà, juste pour donner la petite référence, parce que moi je ne la connaissais pas, donc... voilà. Et quand Trump a été inauguré, ils ont fait une prière qui avait un lien avec Salomon. J'ai entendu le cardinal qui a mentionné tout comme Salomon faisait à l'époque, blablabla, Trump va faire et ceci et cela. Et rappelez-vous ce qu'on a dit de toutes ces choses-là, tu sais. Donc, mais en tout cas, ce que j'essaie de dire par là, c'est que ces gens-là sont obsédés par l'ésotérisme, ils sont obsédés par la compréhension des lois qui gouvernent le monde, parce qu'il y a des énergies dans l'univers que eux, ils cherchent à canaliser pour exploiter eux-mêmes. Et ils le font à travers nous. Okay? Donc, dans ce cas précis, c'est important de noter ça. C'est que ce n'est pas une société secrète qui gouverne le monde, c'est ceux qui gouvernent le monde qui ont divisé leurs connaissances pour éviter à ce qu'il y ait plein de gens qui comprennent ce qui se passe. Okay? Et qui l'ont divisé à travers différentes sociétés secrètes qui ont compartimentalisé la connaissance. Oui.
Est-ce qu'il y a toujours nécessairement, selon toi, une connotation négative à ces sociétés secrètes? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que selon... Non. Okay. Alors, comment ça fonctionne? Il y a des gens très bien au sein de ces... Ils cherchent... C'est justement ce qu'on va voir, c'est qu'ils cherchent dans les milieux où il y a des gens intelligents, s'ils voient qu'il y a quelqu'un qui est intelligent et qu'ils ne peuvent pas contrer, ils vont chercher à le prendre dans leur camp. Et donc, du coup, de lui donner leur idéologie. Et ils le font progressivement. C'est pour ça que quand tu entres, par exemple, à la franc-maçonnerie ou à d'autres sociétés de ce genre, tu ne reçois pas l'initiation finale dès le départ. Mais dites-vous bien qu'il y a une raison pour ça, et cette même raison est utilisée aussi par la scientologie et toutes les sectes. C'est parce qu'ils vous manipulent progressivement pour vous emmener au niveau quand vous êtes prêt, après toute une longue préparation, vous comprenez? Et ça, ils ont copié ça dans le principe d'initiation naturelle, qui, dans un monde comme le nôtre, ça prendrait beaucoup de temps et ça passerait par des étapes. Et bien, eux, ils font ça, sauf que au fur et à mesure que tu évolues, spirituellement, intellectuellement, hop, ils te dévient petit à petit pour que tu deviens exactement cette chose-là que tu dénonces. C'est plus clair? Ok. Alors, on va juste dire qu'en 1888 à Berlin, non, ça il faut que j'en parle, pardon, c'est important. Gérard Oncoz a remis à Westcott... Non, attendez, je suis perdu là. C'est important parce que ça parle de l'ordre des... comment il s'appelle là, les martinistes. Parce que ça, c'est un ordre vraiment, je ne connaissais pas et c'est hyper étrange. C'est le paragraphe, c'est l'avant-dernier paragraphe. Là, t'étais dessus. Ouais, là, dessus. Justement, Gérard Oncoz lui remis une charte datée du 24 juin 1901, le désignant inspecteur spécial pour l'ordre martiniste en Allemagne. Et justement, pourquoi la date de 1888 est importante? Parce qu'en 1871 est l'année où le prince prusse devient l'empereur Kaiser de l'Allemagne, c'est le nouveau César. Et y a-t-il un lien entre l'ordre des jésuites et la Prusse? Il semblerait que les jésuites, alors réprimés, se soient reconstruits et finalement prospéré à la fin des années 1700 en Prusse. Il faut prendre en compte que le pape actuel, c'est un jésuite. Et c'est le premier jésuite de l'histoire des papes. Donc, on peut lire dans ce texte... C'est pas clair, Léo, c'est pas clair. Tu poses une question, pourquoi 1888 est une date intrigante, et là tu nous parles de 1871. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Oui, c'est parce que en fait, ils ont eu le temps de préparer. En 1871, tu as eu le Kaiser qui a reçu le pouvoir, toute l'influence de la Prusse qu'on avait dit, les rapports diplomatiques, etc., etc. Et pendant ce temps que tout le monde était fixé sur le Kaiser, eux, ils préparaient des choses derrière pour construire des institutions, pour pouvoir continuer leur plan. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la nature, la véritable nature de l'ennemi, elle n'est pas prussienne, elle n'est pas templière, elle n'est pas crypto-juive, elle n'est pas toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, ce sont différents corps que ces forces spirituelles utilisent pour se manifester sur la terre. Et donc, c'est ce qu'on a vu avec les Prussiens qui, ils créent un Reich, ensuite ils le laissaient s'effondrer pour qu'il revienne plus fort avec plus d'impact. Pour le laisser disparaître à nouveau, à chaque fois, ils donnaient l'impression à leur ennemi qu'ils avaient gagné. Mais en fait, ils avaient gagné dans une guerre. Fait partie. En fait, ils arrivent à absorber l'ennemi parce que du coup, super, on a gagné. Et puis les gens qui pensent qu'ils ont gagné, finalement, sont récupérés et donc sont absorbés dans la vague d'après. Voilà, exactement. Et c'est pour ça, pour faire ce genre de mouvement, tu as besoin d'un certain temps. Donc, pendant que les ordres secrets s'organisaient en arrière-plan avec les jésuites, les martinistes, etc., il y a le Kaiser qui était là, qui retirait toutes les lumières, entre guillemets, et qui avait aussi le pouvoir de faire les choses. Mais les choses se passaient en arrière-plan dans les sociétés secrètes qui distribuaient l'organisation de la gestion du monde, en fait. Ok. C'est pour ça ce délai entre 71 et 88. Tu vois, c'est parce qu'il y a besoin d'un certain temps. Tu vois, par exemple, quand on a vaincu les nazis, on a sorti tout de suite l'OTAN. L'ONU, tu vois. l'ONU. Mais au début, ils avaient un certain rôle et une autorité complètement limitée.
Et déjà, ils ne sont pas sortis du jour au lendemain, on a dû attendre 2-3 ans, premièrement. Deuxièmement, quand ils sont sortis, ils ont eu besoin de quelques années avant qu'ils récupèrent leur vraie autorité et utilité. Et aujourd'hui, on apprend quoi? Que ce sont des nazis derrière l'OTAN. Donc finalement, est-ce qu'ils avaient gagné la guerre, les Américains? C'est non. ça. Et, tu vois? C'est pour ça, oui, tout le monde dit c'était l'Europe unie, comme ça, l'Europe fédérale, c'était le plan de Hitler à la base. Alors s'imagine si c'est par l'invasion et le massacre que Hitler il avait imposé l'Europe fédérale. Au bout d'un moment, elle serait dissoute par le ressentiment envers le Troisième Reich et envers ce qu'avait fait Hitler. Donc ce qu'il fallait, c'est que son idée persiste, en même temps que la population considère qu'ils ont vaincu cette idée-là, et que le bien a prévalu sur le mal. Et donc tout ce qui se passe maintenant, c'est le bien. Voilà. D'ailleurs, oui, tu as tout à fait raison. Et pour aller dans ton sens, on se souviendra que le premier président de la Commission européenne, je crois, c'était Walter nazi, Einstein, qui était un ancien nazi. Vous comprenez comment le jeu est construit. Et justement, ce soir, on va voir comment ils font. Donc là, on peut voir dans l'extrait d'un autre livre qui dit que la papauté qui voyait des jésuites comme le bras armé du pape, mais également en raison d'une papauté affaiblie sous Clément XIV, qui finit par céder aux exigences des monarchies d'Espagne, de France et du Portugal pour supprimer les jésuites. Rappelez-vous, Portugal, c'est de là qui viennent les crypto-juifs et tout ça. Et d'ailleurs, dans les Illuminati, il semblerait qu'un des jésuites, en réalité, fait partie de ces crypto-juifs, qui, on a dit encore une fois, rien à voir avec les juifs. Ce sont des gens qui se sont appelés juifs et qui ont été, comment tu dis, excommuniés. Excommuniés par les juifs, voilà, par les traditions. Donc, la société fut d'abord interdite au Portugal en 1759. Et en 1773, l'interdiction fut étendue à tous les pays catholiques. En réalité, les deux seuls endroits où la société supprimée a continué, donc des jésuites, et même prospéré sans être touché par la sanction papale, étaient la Prusse protestante et la Russie orthodoxe. Prusse protestante et Russie orthodoxe. Donc voilà. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Les sources, elles sont là. Alors, on va lire un petit un extrait de cet article, Prepare for Change. Selon mes propres recherches, l'ordre martiniste est l'un des groupes les plus élevés de Illuminati jésuites. Okay? Les martinistes, je vous invite à chercher sur eux, je ne connaissais pas. Purée. Je crois que l'ordre martiniste a été mis en place par les jésuites comme un lieu où ils pouvaient présenter Satan et ses démons aux personnes qui gravitaient l'hiérarchie des Illuminati. Vous comprenez ce que l'on vient de parler là? Selon mes propres recherches, l'ordre martiniste n'a pas d'enseignement spécifique par écrit. Tout se fait par l'enseignement oral et il est interdit d'écrire quoi que ce soit de ce que vous apprenez à l'ordre martiniste. Qui sont les puissants de ce monde? Ceux qui sont capables de garder des secrets sans que ça soit enregistré sur des supports numériques. Les martinistes le savaient ça déjà il y a des siècles. Donc, il est bien connu que les martinistes ont affirmé interagir avec des anges, qui sont en réalité des anges déchus ou des démons, à de nombreuses reprises lors de leurs réunions. Il a également été documenté que le martinisme et son enseignement ont joué un rôle dans la restructuration et la réforme de la branche bavaroise de l'Illuminati dans les années 1700. Ayant réformé la branche française de l'ordre, Willer Mohs, donc martiniste de haut niveau, en 1782 réussit à persuader la branche mère allemande d'adopter ces réformes. Non sans rencontrer une opposition considérable d'autres branches de la stricte observance, telles que l'Illuminati fondé par Adam Weishaupt, blablabla. Donc en gros, vous voyez que même ces ordres-là, par exemple les francs-maçons, au début, peut-être qu'ils n'étaient pas mauvais, mais ils se sont fait infiltrer. Et vous comprenez pourquoi il faut se détacher de tout ce qui est dogmatique et structuré comme une religion et se reconnecter avec le vivant et avec Dieu directement sans passer par d'intermédiaires, parce que partout où il y a des intermédiaires, il y a eu de l'infiltration. Vous comprenez? Donc, les Illuminati, ils ont été combattus par certains, ils n'ont pas réussi à prendre le truc, mais ils ont continué à mettre la pression et finalement ils ont été acceptés par une partie. En l'étant, ils ont commencé à étendre le pouvoir et en fait, après, l'institution franc-maçonne est devenue n'importe nawak.
Ça veut pas dire que les gens qui étaient dedans étaient mauvais, mais ça veut dire que c'est devenu un centre comment tu dis, pour embaucher des gens, quoi. Ouais, de recrutement. Ouais, un centre de recrutement. Ouais. C'est marrant, et peut-être qu'elle va vous paraître tirée par les cheveux, la comparaison, mais c'est exactement le même propos qu'on avait sur la Quadrature du Net il y a 20 minutes, quoi. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Pour eux, la méthode, c'est l'infiltration. Les gars, le complot monolithique dont parle JFK, okay, c'est celui-là. C'est pas celui de Joe Biden. C'est pas celui de Hillary Clinton. Tu vois? On parle de celui-là. Il y a des personnes dans ce monde qui ont volé la connaissance sacrée sans la mériter. Parce que normalement, tu as des niveaux d'initiation que tu passes des épreuves. Parce que tu ne peux pas recevoir une connaissance comme ça sans avoir été préparé. Tu vois, mais du coup, ça veut dire qu'il y a quand même, une structure. Il y a quand même un ordre structurel. La structure s'appelle la vie. La structure s'appelle la vie. C'est pas des centres d'initiation de mon cul sur la commode, c'est la vie. Les expériences que tu vis dans la vie, elles t'enseignent des choses à condition que tu vois avec tes yeux, que tu entends avec tes oreilles et que tu ne filtres pas la réalité à travers des dogmes et des idéologies. Tu vois? Tu vois j'essaie de faire des stress tests là sur ton raisonnement pour voir. Non, mais fais, s'il te plaît, vas-y à fond, allez-y à fond parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. Tu vois, normalement, c'est pas juste, sinon nous-mêmes on devient insecte après. Donc, alors, bah ouais. C'est bon quoi. C'est pas comme si on portait le même t-shirt tous. Soyons fiers de ce que nous sommes. Ouais. Donc. Là, je vais lire qu'est-ce que le ChatGPT dit pour l'ordre martiniste. L'ordre martiniste est une organisation initiatique, ésotérique et spiritualiste fondée à la fin du 19e siècle, qui s'inscrit dans la tradition de la pensée mystique et théosophique occidentale. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit pour les théosophes? Qu'ils préparaient la venue de l'antichrist qui était leur prophète à eux, qu'ils avaient fait le premier test avec Krishnamurti et ça avait foiré, et que c'est les théosophes, une des institutions principales derrière tout ça, et dans la théosophie, tu as les Fromac dedans, tu as les Illuminati, tu as tout ce qui sent mauvais, il est là-dedans. Mais tout ce qui sent mauvais, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement intelligents. Okay? C'est probablement les gens les plus intelligents de la Terre, mais ils ne sont pas les plus sages. Et sagesse et intelligence, c'est très différent. Comme quelqu'un a dit, intelligence, c'est de savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est de savoir de ne pas mettre la tomate dans une salade de fruits. Non, c'est une blague, mais la sagesse, c'est différent. Elle est connue. La sagesse, c'est la connaissance de la nature, c'est la connaissance divine. Donc, l'intellect ne peut jamais l'atteindre. Alors, ça continue. Inspiré par les enseignements de Louis-Claude de Saint-Martin, surnommé le philosophe inconnu, cet ordre a pour vocation de transmettre une connaissance ésotérique axée sur la quête intérieure, l'élévation spirituelle et la réintégration de l'homme dans sa condition divine originelle. À travers un système de grades initiatiques, l'ordre martiniste perpétue une tradition ésotérique qui puise ses racines dans les enseignements de Saint-Martin, de Jacob Bohème et d'autres croyants mystiques du XVIIIe siècle. Les martinistes explorent des thèmes tels que la lumière intérieure, la correspondance entre l'homme et l'univers et l'unité fondamentale du divin. Bien que l'ordre soit marqué par une approche spiritualiste chrétienne, il accueille les individus de toute confession à condition qu'ils partagent une quête sincère de la vérité de la sagesse. C'est des Fromac en fait, c'est le même principe. Aujourd'hui, l'ordre martiniste est présent dans plusieurs pays et continue de promouvoir un chemin initiatique de réflexion philosophique, de méditation et de pratiques spirituelles visant à aider ses membres à mieux se connaître eux-mêmes et à s'harmoniser avec des lois divines de l'univers. Alors là, j'aimerais préciser quelque chose de super important. Les martinistes, quand on parle des gens qui sont dans ces mouvements-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais, qu'ils sont tous complotistes, comploteurs et tout ce que tu veux. Ça veut dire que dans ces ordres-là, qui sont là pour aider les gens à leur démarche initiatique spirituelle, il y a une infiltration et une partie de ces personnes-là servent des intérêts plus obscurs. Comme le gouvernement, tout le monde qui travaille dans le gouvernement, ils ne sont pas mauvais ou méchants. Il y en a quelques-uns qui tirent les ficelles et qui manipulent. Tu vois? Donc, il faut partir. C'est pareil chez les Fromac. Vous trouverez les gens les plus bienveillants et les plus intelligents chez les Fromac, chez les martinistes, etc. C'est juste qu'ils sont
entourés de loups déguisés en agneaux, tu vois, et les meilleurs parmi eux, ils sont volés. Oui, Rudy. Il y a un truc très important quand même qu'il faut dire, c'est que, comment dire, ces gens-là ont supposément accès à une vérité des fonctionnements de l'univers. Et là, ils sont mentionnés, en fait, les principes de fonctionnement de l'univers. Si tu remets la page, s'il te plaît, Thierry, si tu remets l'article, voilà, on te parle de quoi ? Gna, gna, gna. Attends, c'est où ? Les principes, la correspondance, voilà, la lumière divine, la correspondance entre l'homme et l'univers. Tout ce qui est en haut est en bas. Ce que je veux dire, c'est que ça, on peut considérer que c'est un principe effectif du fonctionnement de l'univers dans lequel on se trouve. Donc moi, ce que j'aimerais pas, je pense que j'aurais pu avoir tendance à ce réflexe-là, c'est de me dire, ok, ces gens-là, c'est les méchants, ils pensent que tout ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. Du coup, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est quelque chose de méchant. Tu vois, ça, c'est très primitif et très binaire comme manière d'aborder les choses. Il y en a d'autres des principes. Juste après, ça continue. L'unité de tout ce qui est divin. Regarde, l'unité fondamentale du divin. Voilà, la lumière intérieure. Donc ça, ce sont quoi les principes que moi personnellement j'ai commencé à étudier dans le Kybalion, Hermès Trismégiste et compagnie. Ah, ils sont en à fond lisant un là-dedans. bouquin. Ils sont à fond dans la Kabbale, les martinistes aussi. Hein. Mais du coup, moi mon ça. message, c'est faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Alors, tu comprends, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils cherchent à embaucher les gens, du coup, ils créent ces institutions qui accueillent ceux qui cherchent la vérité. Et c'est là où ils vont corrompre, parce que, tu vois, si tu as une envie de quête de vérité à l'intérieur de toi, ça veut dire que Dieu t'appelle. Mais si Dieu t'appelle, ça veut dire que Satan est pas très loin et regarde, il observe. Hein, et il va te choper dès que tu vas regarder ailleurs. Et comment il le fait ? À travers ce genre de choses. Il infiltre tous ces mouvements-là. Oui, Nico, pardon. Le problème, c'est la création des institutions. Et les institutions qui ont une portée matérielle, en fait. Par exemple, d'influence, de domination sur le monde, de l'accumulation de richesses. Alors, tu peux le justifier de plein de manières. Tu dis, vu que nous sommes des gens bien, vu que nous sommes à la recherche de la vérité absolue, vu qu'on veut apporter la lumière sur le monde, etc., il nous faut une institution qui l'appuie et qui ait suffisamment de puissance afin de ne pas être détruite, etc. Et c'est là où tu rentres dans le cercle vicieux. Alors qu'effectivement, comme dans le djihad, c'est une quête interne de l'individu. C'est une quête personnelle de l'individu, là-dedans. Et ce que tu décris, c'est manifesté même pendant la période Covid où tu as eu l'explosion des médias alternatifs qui poussaient comme des fleurs partout. Constamment, il y a eu ces efforts de regrouper les médias alternatifs dans des groupes privés, tu vois. Vous vous rappelez de ça? Et vous vous rappelez comment j'étais celui qui constamment venait donner un coup de pied à la fourmilière et qui disait, les gars, c'est pas une bonne idée le groupe, et que peu de temps après, tu voyais des personnes se manifester comme étant des chefs du groupe et commencer à vouloir gérer les gens en dessous. Et ça nous est arrivé combien de fois? 2 ou 3 fois, tu vois, avec des groupes comme ça. Donc, si tu veux, tu voyais ça. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Dès qu'il y a des gens qui ont plus que 2 neurones et qui réfléchissent, il y a des forces qui viennent à les enfermer dans un tiroir pour ensuite pouvoir infiltrer le tiroir et le contrôler. C'est comme ça qu'ils ont fait avec nous. J'ai un doute. Et on nous a envoyé quelqu'un qui a dit, les gars, on voudrait prendre le contrôle de J'ai un doute et on va vous donner accès à des personnes comme ci et comme ça. Et nous, on a dit, non, il n'y a personne qui prend le contrôle de J'ai un doute, c'est moi qui l'a fait. On va créer une autre entité, et c'est comme ça qu'on est arrivé à Thinkerview, tu vois. Mais à la base, voilà, l'idée, c'était de transformer J'ai un doute. C'est toujours quand il y a quelqu'un qui réfléchit, il y a aussi un effort d'infiltration. Oui. C'est arrivé même au sein des équipes. Pendant une période, j'avais un infiltré dans l'équipe carrément. Merde, donc c'était avant vous. Non. C'est lui, l'agent russe, le KGB. Ils m'ont reconnu, Vladimir. Mais du coup, ça soulève une question très importante et qui est à la fois très compliquée. À savoir que tout seul, tu vas pas loin. Et pourtant, quand tu es plus que tout seul, tu prends ce risque d'infiltration. Nous, on arrive à 3, allez 4, on met Thierry dans le groupe. Je pense qu'on se fait suffisamment confiance. Mais même là, on a un groupe. Même là, on a un groupe. Peut-être demain, il y en a un 5e et on se dit, ok, vas-y, on va prendre un 5e. On se fait confiance.
On se fait confiance, mais ça ne veut pas dire que moi je ferme les yeux. Ça ne veut pas dire que si je ressens des influences ou des choses que je ne veux pas vous dire, les gars, attention. Vous vous rappelez, on a eu un problème avec un membre de l'équipe, peut-être un de vous était déjà là, peut-être les deux, où il y a eu cette prise de tête dans un de ces groupes centrés, qu'ils n'avaient pas le courage de venir me voir et ils se sont adressés à moi à travers une des personnes de l'équipe. Vous vous rappelez de ça? Et donc ça veut dire que moi j'avais confiance à mon ami, tu vois. Mais cette personne-là, elle-même, elle s'est laissée emballer dans toutes sortes d'histoires et elle a commencé à nous voir d'une façon chelou, tu vois. Et bah, moi, tout de suite, j'ai compris ce qui se passe. J'ai regardé, j'ai dit non, copain, là, ce que tu fais, attention. Et donc, du coup, je suis retourné voir le groupe, j'ai remis les choses à plat pour que tout le monde voit ce qui se passe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, j'avais confiance à mon ami et avant que ça arrive et après que ça arrive. Mais j'ai les yeux bien ouverts, les oreilles bien ouvertes et je suis très attentif à ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cherche à me dévier de mon chemin? S'il y a quelque chose qui cherche à me dévier de mon chemin d'une façon manipulatrice, je le détecte et je lui coupe les bras direct. Ouais. Mais pour revenir à ce dont on parlait... Ne te sens pas visé, Nico, hein, je parlais pas de toi. Non, mais moi c'est bon, hein, j'ai l'habitude d'être visé. Voilà. Vladimir. C'est de la discrimination, tu dis ça parce que je suis black. C'est ça. Voilà. Non, c'était justement pour revenir au sujet. C'est pour revenir sur le sujet. Le fait est, c'est que les raisons de se réunir, parce que ils étaient toujours bonnes et les gens ne comprenaient pas pourquoi on était réticents vis-à-vis de ça. C'est pour avoir plus, pour pouvoir peser plus, faire contrepoids contre la tyrannie et ça, mais ça comportait des risques énormes, justement, qui ont été évoqués jusque-là. Donc, les bonnes intentions ne produisent pas toujours des bons effets. Effets. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Je me rends compte que, comment dire, l'individualité te mène nulle part. Parce que finalement, c'est toi et toi. Le groupe est pavé de pièges. Je pense que il s'agit pas d'un curseur, il s'agit d'avoir les deux en même temps, en fait. Vous me dites, là, je suis en train de réfléchir à voix haute, quoi. Mais que le bon chemin se situe dans l'individualité qui se met au service du groupe. Et pas de n'importe quel groupe, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas des humanités, on est une humanité. Le bon chemin, c'est l'individualité ou le tout petit groupe qui se met au service de l'humanité. Est-ce que je tiens quelque chose ou est-ce que c'est une évidence, une pense à une cellule et à ton corps. Quel est le meilleur chemin d'existence pour une des cellules qui forment ton corps? Est-ce que l'individualisme est une bonne idée? Son individualisme, il existe de par le fait que pour fonctionner, elle est individualiste, mais elle le fait pas ça. Enfin, si jamais elle le fait dans le but de son individualité, ça devient une tumeur. Et là, c'est un problème. Si elle le fait dans le but du bien-être du corps, mais là, c'est un problème aussi. Si elle fait que le bien-être du corps sans s'occuper d'elle-même, ça marche pas non plus. Parce qu'elle va donner l'ensemble de son être. Donc, la meilleure chose, c'est l'équilibre. Le cœur, ni le ventre, ni le cerveau, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est le cœur qui est la pompe, qui permet à pomper le sang, qui alimente les muscles en oxygène et le cerveau. C'est le cœur. Parce que le cœur, je le vois bien au milieu, mais j'aurais pas mis le ventre comme une des deux extrémités, comme l'extrémité inférieure. Moi, c'est les trois cerveaux de l'humain. C'est factuellement, il y a des connexions neurologiques et il y a des capacités de captation de l'invisible avec ces trois éléments, le ventre, le cœur et le cerveau. Il n'y a pas de neurones que dans le cerveau. Tu as beaucoup de neurones dans le cœur et le ventre. Le ventre peut vivre d'une façon autonome pour assez longtemps, continuer à digérer des choses, etc. Il a son propre cerveau. Il y a des neurones au niveau d'en dessous de la ceinture ou pas? Je sais pas, regarde dans ton slip. Qu'est-ce que tu veux? Non, parce que c'est quand même une grande influence aussi, cette partie-là, la partie équatoriale. Ce n'est pas la partie qui est l'influence. Vu certaines situations, je crois que il y a quand même. Non, justement, c'est quand la réflexion selon les moments, il peut prendre le dessus même. C'est quand la réflexion vient de là-bas, c'est qu'il n'y avait pas de cerveau qui réfléchissait, justement. Le sang était concentré dans une autre partie du corps. Mais voilà, j'en étais sûr. Mais tout ça pour dire que, en fait, si vous voulez, quand ils affirment que il y a une unité il y a l'unité universelle dans le message de ce qu'on a vu chez les martinistes là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu t'occupes véritablement de ton toi, tu t'occupes de l'univers entier, de ton corps,
de ton âme, de ton mental. Tu t'occupes de ça et en fait, si tu veux, c'est un processus qui peut être complexe, mais quand tu le fais véritablement et proprement, tu t'occupes aussi de ton environnement. Et de l'instant où tu t'occupes de ton environnement, tu t'occupes de tout. Donc en fait, il y a une logique. S'occuper de soi, c'est s'occuper du monde. Et il y a cette logique-là, c'est-à-dire, moi, j'ai abordé ça d'une façon différente. J'imagine chaque être humain comme un verre. Okay? Notre corps, c'est le verre. Notre énergie, c'est l'eau qu'elle contient. Okay? Notre vie, c'est l'eau qu'elle contient. Donc, on est entouré de personnes qui ont la plupart du temps leur verre à moitié vide, si ce n'est pas très vide, tu vois. Et donc, du coup, naturellement, on a tendance à se dire, vas-y, je vais prendre mon verre et je vais le vider à l'autre. Mais si tu fais ça, c'est ton verre qui se vide après. Il faut que toi, tu ailles demander à quelqu'un d'autre qu'il remplisse le tien. Alors que si tu fais en sorte qu'à ce que toi-même, tu sois en bonne santé et que tu as l'énergie nécessaire, dans ce cas, ce que tu es en train de faire, c'est de remplir ton verre avec de l'eau de la vie, et ce que tu fais du coup, c'est que tu prends le verre des autres et tu le mets autour de toi et tu te laisses déborder sur les autres. C'est-à-dire tu essaies d'être la meilleure version de toi-même, et en le faisant, tu verras que automatiquement autour de toi, tu vas tirer les gens vers le haut et ça ne va pas t'épuiser. Contrairement à donner tout le temps sans prendre le temps de soi. C'est une conséquence des empathes, tu vois, qui se donnent sans contrôle et qui finissent épuisés et qui, malheureusement, parfois finissent par devenir amers et donc devenir comme les personnes qu'ils avaient besoin de leur aide au départ, tu vois. Il faut pas ignorer ce genre de choses, c'est important. Et je vous le dis parce que moi-même, je suis dans une période où je suis extrêmement fatigué. Je sais même pas comment je fais pour faire le live là, en fait. Jusqu'à là, j'avais la moitié du cerveau en veille. C'est beaucoup de gens. Moi-même, là, bon, aujourd'hui ça va parce que j'ai fait une sieste, mais hier à 7h, j'étais éclaté. Je parlais à notre camarade qu'on a au Portugal, notre connaissance commune au Portugal, qui me disait que lui aussi, il avait tendance à faire beaucoup d'insomnie dans le passé et que maintenant, il est super fatigué. Est-ce que c'est pas à mettre en relation avec tout ce que le soleil nous balance dans la tronche en ce moment ou des Bien sûr que c'est à mettre en relation, et tout ce qu'on dit là, il y a une relation avec ce qu'on dit, hein. C'est super important, c'est la connaissance de soi. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ma vie, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup plus que ce que je pouvais me permettre. Mais comme j'étais jeune, je récupérais vite et je pouvais recommencer les conneries rapidement. Sauf que, avec le temps, j'ai commencé à me dégrader physiquement, intellectuellement, spirituellement. Et cette dégradation ne s'est pas faite du jour au lendemain, et je ne l'ai jamais remarqué. Parce qu'elle se fait petit à petit de la même façon que quand tu prends du poids, tu le vois pas tous les jours, c'est juste 2 ans plus tard, tu dis « Merde, j'ai pris 15 kilos ». Et voilà, c'est la même chose. Et ce que j'ai pas remarqué, c'est que la fatigue commençait à s'installer. Et le problème de la fatigue, c'est que tu n'es pas dans un état clair d'esprit et que le petit problème devient grand. De ce fait, du fait que j'étais fatigué, tous mes petits problèmes étaient devenus énormes et j'avais l'impression que j'avais une vie de merde, alors que j'avais littéralement la même vie qu'avant, quand j'avais plus d'énergie, exactement la même. C'est juste que je n'avais plus la même énergie et facilité de récupérer pour faire face. Et c'est comme ça que j'ai perdu le contrôle de ma vie. C'est-à-dire, c'est comme ça, j'ai commencé à m'enfermer dans un truc où je ne pouvais plus me mettre dans le silence, parce que dès que je me mettais dans le silence, j'avais le juge qui se manifestait dans ma tête. Ouais, t'as fait ci, machin, t'es nul, de toute façon, t'es fauché, t'as pas d'argent, t'es nul, voilà, tu pues. Et voilà, tu vois. Et ça, c'est juste une conséquence de la fatigue, c'est un mécanisme qui est là pour te dire stop. Mais tout comme quand tu manges le Nutella, ton cerveau, il te dit pas du gras. Comment tu dis, des sucres rapides et des sucres lents, c'est parfait, un bon mélange, vas-y, envoie. Ton cerveau, il te dit pas ça, il te dit, c'est bon. Et ben de cette même façon, quand on est fatigué, notre cerveau, il nous dit stop, mais nous, on comprend pas stop. On comprend, putain, tout c'est de la merde, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Oui, t'as plus envie de faire quoi que ce soit, parce que t'es fatigué. C'est simple. C'est une mauvaise compréhension de soi. Et toutes ces organisations secrètes travaillent et œuvrent sur ça, sur la compréhension de soi. Le problème, c'est que là-dedans, où tu as les gens qui cherchent les réponses, tu as aussi les manipulateurs qui viennent et qui mettent le petit 0,5% de mort au rat et qui poussent les personnes vers une spiritualité corrompue. Tu vois ? Et donc, c'est pour ça qu'on parlait de sociétés secrètes. Non, il n'y a pas besoin. La vie, c'est la meilleure des sociétés secrètes. Voilà, parce qu'elle n'est pas secrète. Et pour revenir, du coup, à l'émission, comprendre la Prusse, on a sauté une partie parce qu'on est en retard, mais c'est pas grave, c'était même pas pertinent, donc restons sur ce qu'on a dit. Comprendre la Prusse mène aux Illuminati, qui mènent à l'Allemagne. L'Allemagne fut la rampe de lancement par laquelle l'ennemi prussien devient invisible. Ce qui mena aux guerres mondiales,
qui menèrent aux traités et aux lois internationales, qui menèrent à l'ONU, par laquelle de nombreux gouvernements du monde nourrissent l'œil. Comment cette autorité Ça vient d'où, divine... là, il y a des guillemets là. C'est quoi de coup? C'est l'idée complotiste, tu sais, c'est nourrir l'œil du triangle avec ces choses-là. Donc, comment cette autorité divine autoproclamée contrôle-t-elle l'humanité? Elle le fait en veillant à ce que toute l'humanité soit contenue dans 3 domaines de conscience. Okay? La peur, l'avidité, la révolution. Et à chaque fois, il contrôle les 3 aspects. Il crée le problème, il force la demande pour une solution, et ils apportent la solution qui se manifeste à travers une révolution qui donne l'impression qu'on a gagné. Tu comprends? Mais en réalité, non, c'est les mêmes. C'est juste qu'ils ont changé de corps. Ce n'est plus les Templiers, c'est les Prussiens. Ce n'est plus les Prussiens, c'est les bolcheviks, le communisme, après etc., le nazisme. Etc. Après, Voilà, tu vois. Et donc, à chaque fois, tu as l'impression que tu as gagné, mais en fait, non, c'est juste, tu n'as pas compris que ton camp était déjà bien infiltré d'avance, tu vois. Et donc, c'est ça le symbole. L'œil représente la conscience, et le triangle dans lequel il est enfermé représente ces 3 forces, la peur, l'avidité et la révolution. Ils doivent nourrir l'œil pour éviter de perdre le contrôle par une révolution qu'ils ne peuvent pas contrôler et utilisent leurs connaissances ésotériques pour leur intérêt. C'est ainsi qu'ils ont inversé leur royaume, créant un monde dans lequel les rois ne sont pas au service de leurs sujets. Les rois de Babylone sont les maîtres esclavagistes. Vous comprenez? Ils maintiennent l'humanité dans la peur. L'humanité, par peur, demande une solution avec avidité. Donc, ouais, je veux absolument ça, ils le mettent en priorité. Et quand cette solution devient inévitable, hop, ils t'emmènent la solution qui se manifeste à travers une révolution qui donne l'impression aux gens qu'ils ont gagné. Je dis tout ça et le timing est parfait par rapport à ce qui se passe là. Okay? C'est super important de garder en tête. Le manuel militaire prussien accomplit cela. Les prises de contrôle hostiles, l'infiltration, l'économie de guerre et des montagnes d'argent entraînent tous les gens dans ces 3 états d'esprit. Problème, action, solution. La plupart des activités sur Terre ne sont que des réactions de la population face aux personnes volontairement ignorantes qui creusent des tranchées qui n'ont pas besoin d'être creusées. Les Prussiens utilisaient cette confusion pour créer une pensée en rang serré. Combien de temps vont-ils pouvoir continuer à le faire? Alors oui, je voulais finir avec ça, mais ça, on a vu tout à l'heure, c'est le dernier pape, le pape actuel, qui est jésuite, qui est venu mettre un terme à tout ça. Et nous devons garder toutes ces choses en tête pour éviter de tomber dans toutes sortes de pièges qui nous sont tendus en ce moment même. Okay? Le sigle, regardez par exemple Hello Kitty, ils se manifestent comme des sauveurs. On va sauver les gens des méchants réseaux sociaux contrôlés par Musk, etc. Est-ce qu'ils sont des sauveurs? Non. Non, bien sûr que non. Ok. Macron, il est venu comme un sauveur. Sauveur de quoi? De Sarko, il y avait qui avant lui? François Hollande. Hollande. Bah, en fait, Hollande. Il devait Hollande ramener qui était du dynamisme. Hollande, voilà, exactement. C'était la couille molle face auquel Macron est venu emmener le nouveau sang et machin. Hollande lui-même, qui était la solution à un Sarkozy qui était extrême et qui était très proche avec la finance. Donc François Hollande a dit mon ennemi c'est la finance. Et à chaque fois, c'est parce que ces techniques-là qui sont utilisées qu'on a l'impression qu'on a gagné et qu'en fait ce qu'on a gagné c'est un nouveau droit de recommencer. Ouais. La question que tout le monde se pose, c'est en tout cas que moi je me pose, et puis il semblerait que je me pose beaucoup les questions que beaucoup de gens se posent de l'autre côté de l'écran. Oui. Trump et compagnie, comment est-ce que tu les vois? Tu les vois comme une continuité de ça, ou tu les vois comme un élément qui s'oppose justement à ça et comme quelque chose d'inédit finalement par rapport à tout ça? Interruption dans le cycle. Bah c'est ça, parce que là moi avec tout ce qu'on vient de dire, la mise en garde que ça va, la mise en garde on a fini. Ouais. Que moi j'entends, c'est attention là, parce que là on avait un problème, allez le Deep State, les crimes contre les enfants, machin, tout ça, on a un vrai problème. Ce problème est révélé, on veut une réaction et il y a une solution qui arrive sous la forme de Trump.
Du coup, Moi, ce d'un que côté, si jamais j'ai tu dis toujours ceci, dit, tu pourrais le je voir ne comme l'ai ça. jamais caché, Trump n'est pas notre sauveur. Par contre, on peut utiliser l'opportunité qu'il nous offre en exposant toutes ces choses-là pour qu'on récupère notre autorité. Notre autorité. Ouais, ça revient toujours Parce au que même le message, choix donc qu'on finalement, aura c'est très dans le cohérent. futur, c'est entre faire confiance à un gouvernement qui sera la continuité logique de ce que fait Trump, Poutine, etc., ou faire confiance à Dieu, c'est-à-dire qu'on sera nourri par le gouvernement ou on sera nourri par la nature. On vivra libre, dans des terres libres, avec une vie simple, on a la liberté de faire ce qu'on a besoin de faire, ou on vivra sous le contrôle d'un État qui nous fera payer des impôts, etc. Est-ce qu'on sera des chiens de nature ou est-ce qu'on sera des chiens domestiqués? C'est ça le choix. Et le maître des chiens, c'est pour l'instant Trump, mais on est d'accord pour dire que là, plus ça va, plus Baron Trump devient pertinent comme sujet, tu vois. Ouais. Oui, Mais, on voit aussi que quelque part, excuse-moi, je te prends la parole, Nico, que justement Trump, qu'est-ce qu'il essaie de faire là depuis une semaine qu'il est là, tu donnes quoi? Tu donnes comme exemple le gouvernement et les impôts. Il essaye de réduire le gouvernement et de réduire les impôts. Peut-être que c'est une transition justement vers ce, parce que si tu fais une transition brutale d'un monde full gouvernement et d'un coup il y a plus de gouvernement, c'est le chaos. Peut-être que c'est la transition douce. Non, mais c'est le plan divin. Moi, je suis convaincu que c'est le plan divin, littéralement. C'est ça. C'est le plan divin, c'est-à-dire qu'on... Oui, vas-y, Nico, parce que tu voulais parler depuis. Mais parce que aussi bien Trump que Poutine que Xi, à leur manière, de différentes manières, avec leur idéologie, ce sont tous des serviteurs de l'État. Ils servent avant tout l'État. C'est ça qu'il faut comprendre. Pas l'État en tant que gouvernement, pas l'État en tant que gouvernement fédéral qui prend des impôts, etc. En tant qu'entité. Cette chose qui est les États-Unis d'Amérique, cette chose qui est la Fédération de la Russie, cette chose qui est la République populaire de Chine, etc. Qui sont des archétypes. Et ces archétypes qui sont capables de mener des guerres de l'ordre de la Seconde Guerre mondiale, voire plus. Ce sont les serviteurs de ces choses-là. La forme que ça prend à l'intérieur, elle peut être plus ou moins bonne, plus ou moins bénéfique à la population qui habite. Il n'empêche que ces formes-là, ils exigent de leur population l'allégeance. L'allégeance et la soumission. Et ça, aucun État peut s'en extraire. Alors justement, en parlant de tout ça, j'ai jeté un coup d'œil à Apocalypse aujourd'hui. Je voulais en parler, mais après je me suis dit non, mais finalement, je pense que le contexte s'y prête. Regardez, on va lire cet extrait-là, Apocalypse 13, ok? Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème, etc. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? La bête, c'est le monde multipolaire qui arrive bientôt. C'est pour ça que c'est la seule bête qui a des pieds différents, une gueule différente et un corps différent. Parce que c'est un monde multipolaire. Et la raison pour laquelle ça se passe comme ça et que ce n'est pas une bête unique, c'est-à-dire d'une forme unique, c'est parce que là, ça serait déjà la dictature mondiale. Tu vois? Mais là, justement, Dieu divise cette force-là en trois pour que la bête ne soit pas... ne soit pas hors de contrôle, tu vois. Donc, attends, mais après, regarde, la phrase après, le dragon lui donne sa puissance et son trône et une grande autorité. Est-ce que le dragon, c'est pas justement le mondialisme, le gouvernement mondial le chaos. Qui est en train de perdre? Le dragon, c'est le chaos. Le dragon, représente la somme de toutes les peurs. C'est le chaos. L'Ouroboros. Et c'est celui que si tu arrives à contrôler, il peut te donner les plus grands trésors. C'est-à-dire, si tu arrives à contrôler la peur, il n'y a plus aucune porte qui est fermée. Le dragon, c'est ça qui donne autorité. Ça veut dire que les gens, ils sont demandeurs d'une solution à un chaos et c'est ce qui donne l'autorité à la bête. Parce que la bête se présente comme la solution à ce chaos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, ça peut être associé, assimilé au Deep State, en l'occurrence. Qui est quand même la représentation du chaos sur la Terre. On verra parce que on va pas aller plus loin parce qu'on est déjà très loin, on est complètement à la bourre avec le live. Mais en tout cas, il est très important de garder en tête ces méthodes-là. Le triangle avec l'œil. L'œil lui-même symbolise la conscience et il ne doit jamais être enfermé dans un triangle ou quoi que ce soit comme forme. L'œil, c'est le « je suis ». Et le « je suis » se suffit à lui tout seul. Tout ce que tu mets derrière, c'est le limiter dans quelque chose. D'accord ? Voilà. Donc, le triangle, qu'est-ce que ça représente ? C'est la peur, c'est l'avidité,
ok? Et c'est la révolution. Et maintenant, regardez la gueule du monde dans lequel on vit. On n'arrête pas de traverser ces situations-là. Et ce sont toutes des plus ou moins fausses révolutions où on pense qu'on a gagné, mais en réalité, on voit le même plan qui avance. Vous comprenez? Donc, c'est important d'être conscient de ça pour ne pas tomber dans ce piège-là si jamais il nous est tendu à nouveau. Et je vous le dis, pour moi, il nous est tendu à nouveau. Non pas parce que Trump, c'est quelqu'un de mauvais et qu'il va faire des choses mauvaises, etc., etc. C'est pas ça. C'est parce qu'il va faire des bonnes choses et ça sera très séducteur pour donner son autorité et dire, écoute, Trump prend mieux soin de moi que ce que moi, je peux prendre soin de moi-même. Donc, je lui donne mon autorité. Poutine. Donc en fait, c'est pas Trump le méchant, en fait. Trump, c'est juste celui qui te pose la question. Qu'est-ce que tu fais avec ton autorité? Le dernier boss, il est à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur. Je sais pas, ça fait 4 ans qu'on répète la même chose, mais je crois que je commence un peu à le comprendre. Donc c'est bien. Donc ça veut dire que Trump nous donne une occasion de grandir spirituellement, mais pour le faire, il faut se détacher de la pensée unique des pro-trumpistes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, si je résume, on était dans un monde là, le monde du deep state, tout ça, où on ne pouvait pas se poser la question. Ton autorité, tu l'as pas. Je veux dire, c'est comme ça. T'es là, tu payes des impôts, tu mets des masques, tu mets des passes vaccinales, toute la liste là, les zones à faible émission. Donc il y a tout ça. Et Trump arrive et te permet de te mettre dans une situation où la question se pose à nouveau. Et quelque part, Trump gentil, Trump méchant. Non, lui c'est très positif. Ouais, c'est très positif en fait ce qu'il fait, puisqu'on n'avait pas la question, maintenant on a la question. Mais finalement, ce qui va déterminer l'histoire, la fin de l'histoire, c'est pas ou Trump ou Xi ou Poutine ou machin ou truc, c'est toi. Quelle réponse tu donnes à cette question? Et à quel point seras-tu prêt à vivre en paix, en harmonie avec la nature quand le système actuel s'effondrera totalement? Parce que c'est ça le truc. Comprenez que l'ordinateur quantique qu'on a parlé justement à Révélation 0, il donne les clés à celui qui le possède à toutes les vérités du monde. Et donc si Trump il va aller négocier avec l'Iran ou avec par exemple Israël ou j'en sais rien, il leur dit clairement j'ai jamais compris pourquoi ils se soumettaient aussi facilement à Trump. Maintenant je sais. Tu vois, Trump il vient et leur dit les gars, on connaît tous vos secrets, ça c'était messages, ça c'était machin, tes trucs, etc. C'est l'opération Epstein puissance 1 million, tu vois. Et donc du coup il va les voir, il leur dit alors si vous faites pas ce que je dis, demain je pirate votre pays, je le mets en chaise et vous êtes en chaos et vous pouvez même pas utiliser l'armée. Alors vous faites ce que je dis et vous fermez vos gueules. Ok, on le fait parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est pour ça qu'ils le font. Et après, une fois que toutes ces choses, ça va pas bien se finir cette histoire-là au final, dans le sens où on l'imagine. À la fin, ça va se finir avec une autodestruction de la technologie qui va atteindre son point vertical et qu'elle va chuter, tu vois. Et donc, ça veut dire, à ce moment-là, est-ce que tu es connecté à Dieu? Ça veut dire, est-ce que tu as profité de cette période pour construire une vie où tu es autonome? Ou est-ce que tu as profité du fait qu'il y a une grande évolution politico-financière pour que tu t'enfermes encore plus dans le matérialisme? Cet âge d'or, tu vois, est-ce que l'âge d'or, tu l'as utilisé pour aller dans le matérialisme ou pour te reconnecter à la nature? C'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est très clair. Et il y a un truc où je voudrais rebondir par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que j'ai eu quand même pas mal d'échos, comme quoi il y avait un petit côté dépressif à ce qu'on a raconté. Mais faut bien voir que l'alternative à un effondrement possible de la technologie, c'est le transhumanisme, Cyberpunk 2077, je veux dire, les intelligences branchées à Internet et tout ça. Et du coup, et le choix finalement, quand tu vois... Ouais, en fait, le choix est là. Et donc là, en fait, on va se retrouver, on est sur le point de se retrouver dans effectivement un âge d'or, mais un âge d'or qui va être de courte durée, peut-être une décennie ou quelque chose comme ça. Ou qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? T'as pas l'air d'accord avec la décennie? Moins que ça, peut-être? Je sais pas. Non, moins que ça. Ouais. Dans une décennie, ça sera réglé, ça sera fait. Oui. Et tu vois, ce que tu soulèves là, et d'ailleurs, on devrait peut-être aller le voir, je ne sais pas si on enchaîne après. C'est pour ça qu'on observe autant de paradoxes là actuellement et des choses contradictoires que certaines personnes, regardez, ce qu'il fait Trump c'est génial, et d'un autre côté, regardez, il a parlé de ça, ça fait super peur, etc. C'est justement parce que... Voilà. Le choix.